Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bonjour Tony Estanguet, triple champion olympique, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Salut Fred. Salut, alors c'est un immense honneur de t'avoir pour cette première des pionniers pour le tête-à-tête. Alors le but, c'est d'aller explorer ce qui se passe dans la tête d'un esprit pionnier comme toi. Comprendre au-delà des challenges qu'on peut lire partout, qu'on a vu à la télé pour des événements incroyables des JO un petit peu partout, de Sydney à Athènes en passant par Londres. Et bien comprendre ce qui se passe quand tu vis tout ça, tes émotions, tes ressentis, ce qui te motive à faire tout ça, tes peurs, tes doutes, comment tu arrives à les surmonter. Ça dure 2 heures ou l'émission ou... Bah, tu vois, ça va durer un moment. Ouais, ça va durer un moment. Non, mais on a quand même du temps pour parler d'un petit peu tout. Alors d'abord, justement, tu es prématuré. Tu es né à 7 mois. Tu étais souvent en avance comme ça? Ouais, c'était un signe. Je crois que j'ai toujours été impatient et c'est vrai que dès la naissance, il a fallu que j'arrive un peu plus tôt que prévu. Ouais. Ouais, donc si tu étais né à l'heure, tu aurais eu même tes médailles d'or plus tôt, encore plus jeune. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, parce que c'est la date de naissance qui compte. Et alors donc, ce qui est assez marrant, c'est que à peine sorti de la couveuse, on te retrouve quasiment directement sur un canoë. Stéphanie. Finalement, une histoire de famille chez les Estanguet. Vous avez commencé très tôt aux côtés de votre père Henri, prof de sport, 3 fois vice-champion de France, 4e aux mondiaux de 81. Et votre frère aîné également, Patrice, médaillé de bronze aux JO de 96. Vous avez 5 ans, la première fois que vous montez dans un canoë, et c'était sur le Gave de Pau, votre ville natale. Exactement, non, c'est vrai que c'est des très bons souvenirs. C'est une histoire de famille de plus jeune âge. C'est vrai que je suis le dernier d'une fratrie de 3 et voilà, mon père était lui-même sportif de haut niveau et donc il nous a mis effectivement, il nous a transmis cette passion des sports de nature. Parce que lui-même était un fils d'agriculteur et donc ce contact avec la nature, la terre était hyper important pour lui. Et donc depuis tout petit, on a fait du ski, on a fait du kayak, on a fait du surf, on a fait du parapente, on a fait du vélo, de la randonnée. Et on a suivi sa voie surtout sur le canoë-kayak. Alors tu t'es déjà posé la question de savoir ce que tu aurais fait si tu n'étais pas tombé dans une famille nature, sport, comme ça? Non, je me suis jamais posé cette question. Non. Depuis le début, j'ai eu envie avec beaucoup d'appétit de me lancer dans cette aventure familiale. Je voyais que mes grands frères et mon père, à chaque fois qu'ils revenaient, ils avaient le sourire jusque-là et ils s'éclataient. Moi, j'étais trop petit, j'étais frustré. Donc, je pense que j'ai bénéficié de cette famille qui m'a attiré vers l'envie, le plaisir. Il y avait beaucoup de plaisir dans la pratique sportive. Et c'est pour ça que j'ai appris très vite, parce que j'étais dans un environnement hyper positif. Alors donc, quelques entraînements plus tard, on te retrouve en 2000 dans de l'eau à 5 degrés pour les qualifications pour les JO de Sydney. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe l'épreuve là? Ouais, là c'est vrai que c'est terrible parce que pour la première fois, je me retrouve en opposition directe avec mon frère. Il n'y a qu'une place pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mon frère est alors le numéro 1 mondial, donc c'est le grand favori pour la qualif des Jeux de Sydney. Moi, j'ai 21 ans et j'ai pas envie de laisser ma place non plus parce que tu grilles la priorité. Voilà, mon frère a déjà entre guillemets gagné une médaille olympique 4 ans plus tôt à Atlanta. Il a ouvert la voie pour la famille Estanguet que c'était possible de gagner une médaille aux Jeux. Donc moi, ça fait déjà quelques années que je rêve à devenir olympien. Et là, c'est un combat incroyable. C'est la course la plus difficile de ma carrière. Mais quand vous avez éliminé votre frère d'une qualif aux Jeux, derrière, je peux vous dire que vous vous sentez armé à faire des choses incroyables. Ouais, ça devait être sympa l'ambiance au dîner de famille le soir. Comment ça s'est passé? Et la relation d'ailleurs, frère. Ouais, c'était pas simple. C'était pas simple, mais pour moi, ça a été aussi un apprentissage incroyable que dans l'action et dans l'accomplissement de choses, il faut distinguer ses émotions. Pour être à son meilleur niveau, il faut réussir à laisser ses émotions de côté et être concentré sur ce qu'on doit faire. Et quand on a été capable de laisser ses émotions de côté pour éliminer son frère, après, derrière, quand on a n'importe quel adversaire au départ de la compétition, ça paraît beaucoup plus facile. Alors j'ai envie de dire, heureusement, ensuite tu as gagné. Est-ce que c'est pour Patrice justement que tu as gagné, tu penses? Non, oui. J'avais vraiment la pression à Sydney parce que je me suis dit, si jamais j'ai sorti mon frangin qui était le favori pour la médaille d'or aux Jeux et que moi je me trouve,
Là, ça va être la catastrophe et je vais être la risée. Donc ça t'a donné encore Donc plus ça m'a donné beaucoup d'énergie. d'énergie et d'ambition quelque part. Même si c'était mes premiers jeux, j'étais obligé d'aller chercher la médaille d'or. Et c'est un souvenir incroyable. Il a été celui aussi qui m'a, malgré sa déception de ne pas se qualifier, qui m'a donné des petits conseils. Il m'a dit attention à ci, à ça. Et ça m'a donné beaucoup de sérénité, encore une fois. Et ces jeux de ciné, pour moi, c'était le rêve. Aller faire des jeux de l'autre côté de la planète, dans ce pays incroyable que j'ai découvert grâce aux jeux, la cérémonie d'ouverture, la médaille d'or, c'était magique. Oui, et donc en 2002, tu es éliminé des championnats du monde à cause d'une blessure en VTT. Tu t'en es voulu? Ouais, alors c'est ça aussi le sport de haut niveau. C'est des échecs, c'est des blessures, c'est des difficultés. Parce que là, c'est en VTT. Alors là, c'était même en acrobranche. Ah. C'est comme ça que je me suis blessé. On avait fait une espèce de sortie quelques jours avant Tu pour devais faire du canoë pour t'entraîner, se non? changer un peu les Tu faisais en idées. acrobranche. On s'était dit, allez, on sort un peu, là, on est trop dedans. Ça fait des mois et des mois qu'on se prépare. Et c'est important de temps en temps de sortir un peu de sa bulle. Et là, l'accident un peu bête, mais je m'en suis énormément voulu et ça a été une très bonne leçon d'humilité. Je pense un peu un excès de Ouais, confiance. c'est ce que tu as appris. Ouais. Et c'est important aussi de se remettre en question. Le sport de haut niveau apprend ça. Et cette exigence du très haut niveau fait que vous n'avez pas droit à l'erreur. Et donc en 2002, ça m'a permis d'apprendre et sûrement d'être champion olympique de nouveau après à Athènes en 2004. Et assez vite sur ta route, tu as rencontré un certain Michal Martican. Ouais, ça Alors, celui-là- c'était dingue aussi parce qu'on a quasiment le même âge et depuis qu'on est cadet, on s'est tiré la bourre sur des compétitions et on a fait toute notre carrière. Il est encore sur l'eau, lui. Hein. Il a 44 ans et il continue à... Donc c'est vraiment... ça a été le premier champion olympique pour son pays, pour la Slovaquie, en 1996. Et on s'est... Voilà, à chaque fois que j'ai gagné, il a fait deuxième. À chaque fois qu'il a gagné, j'ai fait deuxième. Donc c'était vraiment assez impressionnant la manière avec laquelle on s'est tiré la bourre pendant 20 ans, finalement. Ça aide d'avoir un rival? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a Parce que motivé? chaque jour où je doutais un peu, où effectivement, pendant l'hiver, il y avait de la neige au bord, l'eau était à 5 degrés, j'avais pas envie d'aller m'entraîner, je me disais, mon Martican, je pense qu'il est en train de s'entraîner. Et donc, ça pousse à y aller et à se battre. Oui, je pense que c'est grâce à lui que je suis allé chercher en moi ces ressources pour me dire, non, il faut en faire un petit peu plus. Sinon, tu vas pas le battre. Parce que lui, il sera là, il sera On le voit très fort. ici, Michal. C'est ça, ouais. Non, je lui dois beaucoup parce que je pense que c'est grâce à lui aussi que je suis allé chercher ce niveau d'exigence et d'ambition au quotidien à l'entraînement. Et alors, la vie n'est pas une longue rivière tranquille, n'est-ce pas? En 2008, à Pékin, tu es porte-drapeau, donc tu es quand même, l'athlète le plus visible de tout De la le délégation panorama française, de toute ouais. la délégation française. Et donc, bon, tu dis d'ailleurs dans une interview que ton premier jour, tu te concentres sur le porté de drapeau et le deuxième jour, tu te concentres sur la course de canoë. Mais alors, donc du coup, tu arrives jusqu'en demi-finale et là, tu passes pas en finale. Ouais, je touche une porte, la porte 3 en demi-finale et ça se joue à pas grand-chose parce qu'on la voit pas bien cette touche à la télé alors que moi je sais que je l'ai touchée, le juge l'a vu, mais personne, ni même mon coach à l'époque l'avait vu parce que... Là, tu perds 2 secondes quand tu touches une porte. Hein. Voilà, on rajoute 2 secondes au temps. En plus, voilà, moi je freine un petit peu parce que je vois bien que je suis pas bien, donc je perds 3 secondes sur la même porte et du coup je m'arrête aux portes de la finale. Donc grosse déception, première grosse déception quand même pour moi et grosse désillusion même. Mais encore une fois, je trouve que le sport de compétition, c'est une école de la vie incroyable et ça a été une leçon d'humilité très forte. Mais tu te sens comment quand tu es au départ d'une course, que ça fait 4 ans que tu t'entraînes, que tu es favori? Moi, j'étais détruit. Et que là, tu avais un moment pour shooter et malheureusement, il y a eu un aléa. Quoi, Ouais, c'est ça. Ça se joue à pas grand-chose, mais quand on franchit la ligne d'arrivée, qu'il y a effectivement une centaine de journalistes qui vous attendent et que vous devez aller dire, bah ouais, je suis passé à côté de ma course et j'ai raté mon Olympiade. Ça fait 4 ans que je prépare ce moment-là, je suis passé à côté. Donc c'est très dur, mais en même temps, quelle satisfaction aussi derrière d'affronter ce genre de moment, de réussir de le gérer et puis derrière d'en tirer des enseignements. Moi, ce que le sport m'a appris, ce que le sport de compétition m'a appris, c'est que
Ce qui est important, le plus important au-delà des victoires ou des défaites, c'est qu'est-ce que je prends et comment je suis plus fort, comment je continue à progresser à chaque étape. Oui, parce que là, du coup, tu ne pouvais pas prendre ta retraite tout de suite, tu as continué, et donc du coup, en 2012... La question s'est posée parce que j'avais 30 ans, à ce moment-là, tout le monde me disait, attention, après 30 ans, on commence un peu à régresser, donc moi, je sentais, j'avais les boules comme ça, j'ai cette frustration. Et donc, je suis reparti, Je suis reparti au combat pour 4 ans, du coup, en me disant, c'est vrai qu'il y a un risque que 4 ans plus tard, je ne me requalifie pas ou que je repasse à côté, et là, j'alourdis mon bilan. Mais ça a été une Olympiade dingue, où j'ai travaillé avec mon frère aussi, pendant 4 ans, où on a été adversaires, mais là, il est devenu mon entraîneur. Et on est allé chercher l'or à Londres ensemble. Et voilà, l'histoire de famille qui a commencé quand j'avais 5 ans, grâce à mes frères et mon père, s'est terminée aussi avec une histoire de famille où on est allé chercher l'or ensemble. Alors, qu'est-ce qui t'a fait durer aussi longtemps? Enfin, là, on sent que ce qui t'a motivé, c'est d'aller rechercher une victoire après une défaite. Mais il y a autre chose quand même. Enfin, c'est le... Ouais, ce qui m'a fait durer, je pense que c'est le plaisir. Je pense que j'ai réussi à trouver du plaisir malgré les difficultés. Ça a été mon principal moteur quand même. Et puis après, c'est le sport, encore une fois, m'a transmis cette exigence, cette ambition. Je me suis nourri dans l'ambition de devoir, à chaque étape, essayer de voir un peu plus grand. Le sport est sans limite quelque part. Et on se met nous-mêmes des limites sur... On se croit incapable. Quand j'étais gamin, je ne me croyais pas capable d'être champion olympique. Je regardais les Carl Lewis à la télévision. Je me disais, mais ça, c'est réservé à d'autres. Je connaissais personne dans ma famille qui avait fait les Jeux. Et puis un jour, mon frère, il se qualifie pour les Jeux. Il va chercher une médaille de bronze à Atlanta. Et là, tac, le rêve, il devient possible. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, je vois grand et chaque jour un petit peu plus grand. Et c'est pour ça que je trouve que le sport, encore une fois, est une école de la vie incroyable. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas, Stéphanie? Vous avez mis un terme à votre carrière sportive en novembre 2012. Vous aviez alors 34 ans et vous l'avez annoncé dans un tweet qu'on va voir. Je range mon bateau, retraité à 34 ans. Et vous avez déclaré dans une interview au Monde, cette petite flamme qui me motivait à chaque entraînement et me poussait dans ma quête de victoire n'existe plus. Et vous avez trouvé une nouvelle flamme, finalement. Vous êtes passé du sport individuel à la direction d'équipe en devenant président de Paris 2024. Ça demande du courage de dire j'arrête? Ouais, c'était difficile, ouais. On a toujours peur quand on est sportif de haut niveau de ce qu'on appelle un peu la petite mort. Alors moi, je trouve que c'est exagéré, mais on se demande qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Tu sais plus ce que tu es capable de faire, en fait, parce que tu as tellement fait ça. Ça fait 20 ans que tu fais un seul truc tous les jours, 2 fois par jour, et tu es devenu un expert, mais un expert de canoë, quoi. Et dans la vie de tous les jours, quand il faut arrêter le canoë, comment est-ce que je vais être capable de transférer ça? Donc oui, on saute un peu dans le vide. Et en même temps, au fond de moi, j'avais tellement envie de me montrer que j'étais capable de faire autre chose. Et tout ce que j'avais appris, parce que je sentais que j'avais quand même appris énormément de choses grâce au sport de compétition, j'avais envie de me tester dans un autre défi. Et tu avais prévu, anticipé un peu la suite? Comment tu as fait? Est-ce que tu t'es quand même posé la question plusieurs mois ou plusieurs années avant? La question s'est posée après Pékin, donc en 2008, d'arrêter ou de continuer. Ouais. À ce moment-là, je n'étais pas prêt pour arrêter, mais effectivement, oui, je me suis formé. J'ai fait une école, l'ESSEC, pour justement continuer à me préparer à l'après, à me reconvertir. Et puis, tu l'as fait entre Pékin et Londres? Non, alors je l'ai fait même avant Pékin, parce que je me demandais si, en cas de victoire à Pékin, peut-être que j'aurais pu arrêter aussi ma carrière. Déjà anticipé avant. Donc depuis tout petit, en fait, j'ai gardé ce double projet, parce qu'en canoë-kayak, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc la règle du jeu était connue à l'avance que de toute manière, il faudrait se reconvertir. Et ça m'a permis d'anticiper. Et là aussi, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il faut être capable d'anticiper les choses, il faut être capable de s'adapter. Dans le sport, ça ne se passe jamais exactement comme prévu, surtout en canoë-kayak, dans des remous, dans des rivières. La principale qualité pour gagner, c'est d'être capable de s'adapter. Et ça, finalement, ça m'a permis aussi derrière de m'adapter en me reconvertissant dans un autre métier. Ah, et alors, donc, tu aimes les défis, et là, tu n'en as pas pris un petit, puisque juste après, tu as décidé d'aller organiser les Jeux Olympiques. Donc, juste, je rappelle quelques chiffres clés sur les Jeux Olympiques. C'est quand même le plus grand événement au monde, rien que ça. C'est l'équivalent de 43 compétitions simultanées, c'est 4 milliards de téléspectateurs, 15 000 athlètes,
13,5 millions de billets prévus et un budget à 97% d'investissement privé. Alors, ce qui me fait poser la question, quel est le modèle économique des Jeux? Comment ça marche en fait? Enfin, de loin, nous, on voit les Jeux organisés avec les athlètes et tout marche, mais comment on construit ça? Ouais, moi, ce que je trouve fascinant dans le modèle économique des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est qu'il s'autofinance. C'est-à-dire que ce sont les droits télévision, la billetterie et les entreprises qui sont partenaires des Jeux qui financent effectivement à plus de 97% le budget d'organisation des compétitions. Donc les 878 compétitions que l'on va devoir livrer pour les 15 000 athlètes de 208 pays vont être financées par de l'argent privé. Donc tout ce qui est transport, restauration, hébergement et événementiel pendant les compétitions est financé par de l'argent privé. C'est un budget de combien au total? 4 milliards d'euros. Ensuite, il y a une autre entité qui investit dans les infrastructures, qui sont les infrastructures pour le long terme. Et là, il y a effectivement de l'argent public parce que ce sont des infrastructures qui sont choisies pour la population, pour un territoire. Et là, on parle d'une piscine, on parle de logement, on parle d'infrastructures de transport qui ne sont pas spécifiquement liées aux Jeux. C'est des choses qui restent, ça, après. Exactement. Donc, c'est un investissement pour le pays. Alors, à quoi ça ressemble une journée de président de comité d'organisation des JO? Moi, je me régale aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est fascinant. La magie de ce projet, c'est que pour réussir des Jeux, ce seront les Jeux du centenaire. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux en France. 1924. Et moi, aujourd'hui, j'essaie de réemployer tout ce que j'ai appris dans ma carrière sportive. Pour réussir de grandes choses, il faut être très ambitieux. Il fallait viser la première place. Là, moi, je veux que ce soit les plus beaux Jeux de l'histoire. Et la France a tout pour organiser les plus beaux Jeux de l'histoire. Il faut que ce soit spectaculaire. C'est pour ça qu'on a créé des concepts de cérémonies dans la ville, de mettre des compétitions au pied de la Tour Eiffel, au château de Versailles, aux Invalides, au Grand Palais. Il faut que ce soit magique. Il faut que ce soit un moment de fierté, que les Français soient fiers de leur pays. On va être regardé dans le monde entier. Il y a des milliards de personnes qui vont regarder la France. Il faut que ce soit magique et inoubliable. Et ça, c'est le premier enjeu. Et après, il faut que ce soit aussi utile. Il faut que ce soit exemplaire. Il faut qu'on démontre que les Jeux ne sont pas hors sol. Et il y a un modèle économique, il faut qu'il s'équilibre. Il y a un modèle environnemental, on veut réduire de moitié les émissions carbone. Tout ça, c'est un nouveau modèle d'organisation. Alors justement, ça c'est une ambition des JO 2024, d'être des JO responsables. Exemplaires. Voilà, Stéphanie. Ouais, des JO responsables, hein. C'est l'ambition que vous vous êtes donnée dès la candidature, 2 ans après la signature des accords de Paris sur le climat. L'objectif clairement que vous vous êtes fixé, c'est la sobriété. Vous voulez diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédentes éditions, soit 1,5 million de tonnes de CO2 rejetées contre 3,5 millions pour les JO de Londres. Une politique bas carbone qui passera par moins de construction et l'utilisation de bâtiments déjà existants. Seuls 2 sites seront construits finalement, le village olympique et paralympique et le centre aquatique, des ambitions qui marquent peut-être le début d'une ère sportive plus vertueuse, on va dire. Comment on fait concrètement? Non, mais je crois que c'est notre défi du moment. On est tous concernés par ça. C'est vrai que moi, j'ai été frappé en tant qu'athlète dans mon sport par des phénomènes climatiques qui impactaient directement la pratique de mon sport. Des moments de sécheresse où on n'a plus accès aux rivières, des moments de crue incroyables qui arrachent tout et voilà, qui empêchent effectivement l'accès aux sites naturels. Des amplifications. Des moments de pollution. Avec des phénomènes où, à cause de la pollution humaine, on dégrade notre nature. Donc, le monde du sport doit aussi contribuer à cet élan majeur de changement climatique, de préservation. Anxieux, comme on dit aujourd'hui. Tu as cette anxiété? Oui, moi je pense que pour les générations futures, aujourd'hui, on se doit de démontrer que c'est possible, qu'un nouveau modèle est possible. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a fixé la barre très haut sur cette excellence environnementale. 95% des infrastructures déjà existantes. On ne va pas construire les infrastructures pour les besoins d'une compétition de quelques jours. C'est impossible. C'est pas responsable. Mais au-delà de ça, tous les achats de Paris 2024, on parle de plusieurs milliards d'euros, ils sont évalués à la hauteur du prix, mais aussi à la hauteur des émissions carbone que la prestation va générer. Et ça, c'est un enjeu, une responsabilité très forte aujourd'hui. Il faut que la restauration, les transports, quand tous les sites de compétition sont desservis par les transports en commun, l'énergie, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, eh bien oui, toute l'électricité qui sera utilisée pour l'organisation des Jeux sera de l'électricité verte. Et ça, c'est nos partenaires, ce sont les entreprises françaises qui peuvent fournir ces solutions, cette innovation, cette technologie un peu qui évolue. On veut aussi démontrer, à l'occasion des Jeux, le savoir-faire français
pour repenser l'organisation des Jeux beaucoup plus exemplaire. Donc c'est au cœur des priorités. Il faut que ce soit spectaculaire, mais il faut que ce soit durable. Et on ne peut plus, moi mon enjeu c'est qu'on ne puisse plus reculer et revenir à des modèles passés où on ne souciait pas de construire des stades juste pour une compétition de quelques jours. S'il n'y a pas un modèle économique avec une utilité sociale d'un équipement sportif, on ne le construit pas et on trouve des solutions plus éloignées. C'est pour ça qu'on aura des sites de compétition un peu partout en France, un peu moins compacts peut-être, mais qui permettent de réduire le nombre de constructions et du coup les émissions carbone. Alors qu'est-ce qui va rendre les JO de Paris vraiment différents de tous, uniques, inédits, inoubliables Pour moi, déjà, il faut que ces jeux ils se démarquent des éditions passées. Pour moi, c'est les jeux des premières fois. C'est la première fois que la cérémonie d'ouverture ne sera pas dans un stade, mais sera en ville, pour qu'il y ait 10 fois plus de spectateurs, pour que les athlètes soient au cœur de l'action. C'est la première fois que ces jeux seront paritaires, même nombre d'athlètes hommes et femmes au départ des compétitions. C'est la première fois que le marathon sera ouvert au grand public, parce que depuis le début, notre ambition, c'est d'ouvrir ces jeux. Moi, j'ai envie que les jeux ne restent pas un événement qui est dédié à quelques sportifs de haut niveau, quelques passionnés de sport. C'est ce que toi tu apportes. Ouais, tu mets tout là. Encore une fois, tu mets tout. Je mets toute ma vision de ce que j'ai retenu de ma carrière sportive. Quand j'ai gagné mes 3 titres olympiques, on l'a fait avec beaucoup d'exigence, beaucoup d'ambition. Beaucoup d'humilité aussi, tout ça est compatible. Ouais, ça t'apprend le sport aussi. Hein, exactement, et là aujourd'hui dans cette organisation, on est dans le même schéma quelque part. Il y a une ambition incroyable, je veux que ces Jeux, ils restent dans l'histoire, je veux que les Français soient fiers. Cette cérémonie d'ouverture, elle va faire date, parce que ce sera spectaculaire, mais ce sera quand même très populaire et très durable, parce qu'on ne va pas construire des décors dans un stade, on va utiliser le décor qui existe déjà. Et on a une ville qui est incroyable, on a une capitale qui est incroyable, qui est reconnue dans le monde entier. Les gens ils veulent voir ce spectacle-là. Donc c'est pour ça que moi je crois à ce modèle. Oui, il y a des sceptiques, probablement, mais pour l'instant, à 2 ans des Jeux, on est dans les temps, on est dans la sobriété, et on est dans l'ambition, parce que moi, je veux encore une fois que malgré le contexte du Covid, de la situation géopolitique, des difficultés qu'on peut rencontrer, on doit démontrer qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions pour garder une ambition très forte. Alors pour terminer, j'ai la question inattendue. Ah. Est-ce que tu m'embaucherais dans ton équipe ? Avec grand plaisir, Fred. T'es le bienvenu. Non, mais moi, j'ai besoin de gens qui sont des possibleurs. C'est pas un mot qui existe dans la langue française, mais moi, je veux rendre les choses possibles. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui trouvent toujours que c'est impossible, qu'on va jamais y arriver, que ci, que ça. Ce pays a tout pour réussir. Notre pays est un pays incroyable. Quand on voyage un petit peu, tu le sais, on a une force en termes d'innovation. Et moi, j'ai envie que ces Jeux de Paris 2024 soient un démonstrateur de ce qu'on est capable de faire au mieux dans ce pays. Ouais. Voilà. Bon, je te disais de m'embaucher parce que je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a quelques années, j'avais été très impressionné à la fois par l'énergie que tu dégages, le charisme que tu as. Et je m'étais dit que voilà, si tu me demandais de bosser pour toi, je bosserais pour toi. J'ai beaucoup à apprendre grâce à toi, donc je suis sûr qu'à 2, on sera plus fort. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été le pionnier des pionniers et de nous avoir raconté tout ton parcours, tes émotions. Merci à toi, Fred, c'était un honneur, vraiment, et longue vie aux pionniers. Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.